Bonsoir. C'est un peu étrange et très ici. Merci pour cette possibilité. Je pense que pour plus facile et plus agréable de parler russe. Vous savez tous pourquoi vous êtes venus pour une rencontre avec Sacha. En 2 mots, je vais vous parler de lui. Sacha est artistique Ivan Khremchik. Il a un bachelor en 2007 et un master à de l'Université de Saint-Pétersbourg. Après s'être essayé au rôle de journaliste, présentateur TV et scénariste avec beaucoup de succès, il a fini par choisir. Il est devenu écrivain. Il a 6 littéraires en Russie et à l'étranger. Traduit Un fils perdu, dont nous allons parler ce vient de sortir en français en avril et il a été présenté livre en mai. Pas que ce roman associé a été adapté pour le théâtre, il aurait dû être montré à Minsk, mais la Minsk et a finalement eu lieu à Kiev, évidemment avant les événements que l'on sait. Sacha de la censure, il ne peut malheureusement plus se rendre à Minsk, en tout cas pour le moment. Ces derniers temps, peut-être si vous suivez la carrière de Sacha, vous savez qu'il est beaucoup intervenu en Suisse et dans d'autres pays sur des sujets politiques, sur la situation actuelle. Mais étant donné que nous sommes dans les murs de d'une fondation littéraire, nous avons décidé de nous concentrer sur la littérature, sur l'aspect littéraire de son œuvre, même si je nous laisse la possibilité de faire un écart et de passer à la politique. La traduction en français est faite par Maud Mabillard, qui a travaillé à Moscou longtemps et traduit des livres d'auteurs russes et plusieurs interviews de Sacha. Mais pour le début, une question à la salle. Qui de vous a lu le roman de Sacha avant de venir ici? Levez la main. Tout de même. Il y a eu des lecteurs. Très bien. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, j'espère que personne ne partira sans le livre après notre rencontre. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, je résume brièvement. Donc, l'histoire commence en 1999, quand un jeune homme de 16 ans, avec le nom rare de Francisque, qui étudie au lycée musical à Minsk en classe de violoncelle, se retrouve dans une terrible bousculade à Minsk. Une catastrophe, le métro se ferme, les gens se retrouvent dans la foule, il y a beaucoup de morts et de blessés, et lui aussi, il se retrouve dans cette bousculade et il tombe dans le coma. Son coma dure 10 ans, pendant lesquels seulement sa grand-mère s'occupe de lui. La première à l'oublier est sa petite amie, Nastia, puis la plupart de ses amis, et même sa mère qui refait sa vie. Puis, triste événement, sa grand-mère meurt, et d'après, dans le livre de Sacha, le lendemain de la mort de sa grand-mère, Francisque ressuscite littéralement, comprenant peu à peu qu'en 10 ans, non seulement son pays n'a pas évolué, mais qu'il a même effectué un retour en arrière. Voilà, c'est le récit. Donc, Sacha, parlons de ces aspects littéraires. Sacha, l'an passé, tu as donné une interview à Nasha Gazeta et tu as dit que tout le monde peut faire des jolis textes, mais que la tâche de l'écrivain n'est pas de faire du joli. Tu estimes donc que la beauté n'est pas importante, qu'un beau style n'est pas important en littérature? Premièrement, j'aimerais vous dire bonsoir, vous dire que je suis très heureux d'être ici. Je me sens ici comme un footballeur qui est dans son propre camp parce que ce lieu est devenu ma maison. J'ai écrit ici, j'ai terminé mon roman ici qui vient de sortir. C'est un lieu très important pour moi et pour moi c'est très émouvant d'intervenir ici. Je crois que je voulais dire, merci d'avoir raconté le livre, plus personne n'a besoin de le lire. Non, j'ai raconté vraiment que le sommet de l'iceberg. Sérieusement,
j'ai étudié, donc j'ai fait une école russe, en Biélorussie, en russe. Et il y avait une tradition littéraire, on écrivait tous des compositions, des rédactions. Et je me souviens que c'est pas une question de différence de genre, mais les filles faisaient toujours de très bonnes rédactions. Oui, oui, nous les filles, on est comme ça. On leur a toujours appris à bien écrire. Et après, quand je me suis retrouvée à l'université, mon prof était le grand poète Arkady Dragavochenko. Et on avait un séminaire créatif, on parlait de littérature et puis on essayait d'écrire quelque chose nous-mêmes. Et il m'a donné ce que je pensais être le conseil le plus important que je pouvais recevoir de lui. Il a dit que la littérature ne supporte pas la coquetterie, que le pire qui peut arriver en littérature, c'est la coquetterie. Et je crois que, bien sûr, nous ne pouvons pas généraliser, on ne peut pas parler de la littérature en général, mais dans la littérature russophone, à un moment, il y a eu ce mouvement vers une littérature où il fallait tout le temps, quand on faisait de la littérature, montrer tout son arsenal littéraire. Et moi, dès le départ, je suis partie dans une autre direction. Je voulais que la littérature soit rythmée, mais aussi sèche. Et j'ai souvent des débats avec mon meilleur ami, Dmitri Glouchovski, qui est recherché pénalement en Russie. Je sais où il se trouve géographiquement, mais voilà, je ne dirai pas où il est. Sérieusement, on est toujours en train de se disputer. Parce qu'il a écrit un roman qui s'appelle Texte, dans lequel il a essayé de devenir un grand auteur russe. Et dans chaque phrase, il démontrait qu'il pouvait avoir une jolie écriture en russe. Et je lui ai dit que la beauté en littérature, ce n'est pas dans la joliesse du style. Et c'est de ça que je voulais parler dans cette interview. C'est pas que je pense que la littérature ne peut pas être belle ou jolie, mais je pense qu'on nous a raconté pendant longtemps qu'il y avait des thèmes éternels, l'amour, le rapport avec les parents, etc., et qu'il fallait écrire là-dessus, qu'il fallait écrire joliment et qu'il ne fallait pas écrire sur la politique, pas sur la guerre, pas sur l'histoire. Donc c'est que tout ça, ça ressemble plus au journalisme qu'à la littérature. Par exemple, si un critique écrit que ta prose ressemble à celle d'un article de presse, ça ne te vexe pas? Je ne lis pas ce qu'écrivent les critiques. Moi, c'est bien de savoir. J'ai été vaccinée contre ça parce que j'ai travaillé à la TV. Et par exemple, mon livre est sorti en allemand. Et il y a eu plus de 200 articles sur ce livre et j'ai commencé à les lire. Et dans chaque article, j'ai eu l'impression que le journaliste lisait chaque fois un autre livre parce que chacun comprend le sujet différemment, a une estimation différente. Pour certains, c'est un chef-d'œuvre, pour d'autres, c'est un échec total. Donc pour moi, c'est le bonheur de faire de la littérature, c'est que le même texte peut être compris de façon très différente. Quand je fais des présentations dans des pays différents avec le même livre, je vois comme les gens comprennent différemment, comme ils réagissent à des moments différents du livre, qu'ils trouvent un écho pour eux ou pas. Donc je suis heureux, bien sûr, que les critiques écrivent. Au début, j'ai lu ton roman en russe et après en français. Dans le 4e de couverture de ton roman en russe, je ne sais pas si c'est toi qui l'as écrit ou quelqu'un d'autre. Non, j'écris pas les 4e de couverture. Donc c'était ça. Un classique dans son genre, un produit sans additifs, où on va directement à l'essentiel, sans le moindre recours au politiquement correct, sans la moindre référence au Tolstoï et Dostoïevski. Et ça fonctionne. Je ne sais pas en ce qui concerne Dostoï et Dostoïevski, peut-être que tu y fais référence ou tu n'y fais pas référence. Mais dès le 2e paragraphe du roman, nous lisons « Comme le dit le grand poète, la terre implorait la pluie ». Après, plus loin, on parle du poète parasite social. Tu ne cites pas le nom de Joseph Brodsky, mais on arrive à deviner. Sérieusement, est-ce qu'on peut vraiment écrire sans faire référence aux écrivains du passé? Non. C'est difficile.
Et d'autant plus pour moi, parce que même si je dis que je ne fais référence à personne, j'ai fait quand même 6 ans de lettres à l'université, j'ai étudié la littérature pendant 6 longues années, et bien sûr, j'ai peut-être plus grandi sur la littérature française, Céline, Proust, etc. Il y a une semaine, un de mes écrivains préférés est venu ici, mais moi j'étais loin et je suis désolée de ne pas l'avoir vu. Voilà, c'est un regret. On ne peut pas ne pas faire référence à d'autres écrivains, mais d'un autre côté, je crois que malgré tout, les cours de littérature que j'ai suivis, et je l'explique toujours, j'ai surtout été éduquée à la musique parce que dans l'école, je ne lisais pas, c'était un principe par principe. Notre prof de littérature a fait tout ce qu'elle pouvait pour nous faire détester la littérature. Et les cours de littérature, ça aurait été plus agréable de se noyer que d'écouter ce qu'elle nous racontait. Et je me souviens que... Mais j'avais toujours beaucoup de respect pour les livres parce que ma grand-mère cachait de l'argent dans les livres et je savais qu'on pouvait toujours compter sur Tolstoï ou Dostoïevski parce que si j'avais envie d'aller au cinéma, je savais, je pouvais aller chercher dans le livre de quoi aller au cinéma. C'est pourquoi je ne peux pas écrire sans faire des références littéraires, mais c'était surtout la musique, Rachmaninov, Chopin, Schubert. On avait des cours qui étaient écoute de la musique, ce que maintenant je fais subir à mon fils. Donc on était, toute la classe, obligée d'écouter Schubert et de dessiner à ce moment. Et c'était un moment comme ça où on se racontait des histoires. Donc on avait une bande originale et on commençait à dessiner sur ce thème. Et je comprends que c'est toujours le cas pour moi aujourd'hui parce que quand j'écris un roman, pour chaque roman, j'ai une musique. Et je suis très heureux que mon éditeur allemand publie aussi les musiques sur lesquelles j'ai écrit. Et vous pouvez lire le roman et entendre les musiques qui sont dans le roman. Est-ce qu'il y a eu un moment de doute entre la carrière musicale et la carrière littéraire? Oui, bien sûr. Donc, je faisais du violoncelle et de la contrebasse, oui, comme le héros du livre. Et j'ai commencé à bien jouer, malheureusement, à la fin de mon école. Malheureusement, parce que c'était le rêve de ma grand-mère. Elle rêvait que je devienne musicien de musique classique. Et l'examen de la fin de mon lycée, c'était en fait un examen d'entrée en même temps au conservatoire. Et j'ai fait un très bien. Et je devais faire quelque chose pour ne pas aller au conservatoire parce que j'avais très bien réussi l'examen. Et donc, j'ai rendu une feuille blanche à l'examen en harmonique. Ma grand-mère a eu une crise cardiaque parce qu'elle rêvait de me voir au conservatoire. Et moi, j'avais compris que je ne voulais pas étudier au littérature. Et c'est là que j'ai choisi la littérature et que j'ai fait une année à Minsk, à l'université que Loukachenko a fermée. Donc là, on arrive déjà au thème politique. Non, attends. On va y revenir, mais là, continuons. Et après, je suis partie à Saint-Pétersbourg et donc pendant 6 ans, j'ai étudié la littérature. Oui, en parlant des références, les références sans lesquelles on ne peut pas écrire quelque chose de nouveau, on voit aussi une référence dans ton roman au passé. Et on le voit dans le récit du roman avec le vétéran qui vient au lycée et dans les souvenirs de la grand-mère. Et Francisque aussi commence à se souvenir de quelque chose, de ce qui arrivait avant son entrée dans le coma. Même si le roman se passe entre 1999 et 2009, les guerres du passé, la Deuxième Guerre mondiale, est toujours présente dans le roman et elle continue de diviser les gens. Et bien sûr, si on regarde les événements d'aujourd'hui, l'actualité, on repasse à la politique, tout ce qui est lié à la guerre, à aujourd'hui, devient très fort. C'est pour ça que je ne suis pas étonnée que les critiques aient des réactions différentes, parce qu'évidemment, on peut lire différemment ton roman. Et par exemple, aujourd'hui, il a un sens presque nouveau. Parle-nous de cet inévitable retour dans le passé, pas en politique, mais comme un procédé littéraire. Oui, c'est un thème très important.
dans notre littérature de Biélorussie, parce qu'on ne peut pas se détacher de ce passé quand on vit en Russie ou en Biélorussie. Le passé, c'est ce qui sert toujours à justifier le lendemain et notre quotidien. Et puis, c'est ce qu'on utilise toujours le passé pour expliquer les décisions que prennent le gouvernement. Le passé, c'est vraiment une chose qui aide à manipuler, parce que bien sûr, dans l'ADN des Biélorusses, après la Deuxième Guerre mondiale, où un tiers des Biélorusses est mort, bien sûr, dans leur ADN, il y a la peur de la mort. Moi, je me souviens que dans mon enfance, quand nous jouions dans la cour à la guerre, donc il y avait les Allemands et puis les Russes. Quand quelqu'un dessinait une swastika, il y avait toujours quelqu'un, une grand-mère ou quelqu'un qui prévenait qu'on ne pouvait absolument pas faire ça, même pour jouer, parce que ça nous ramènerait à la guerre. En fait, la peur était tellement forte dans la société que même des choses très symboliques étaient prises au pied de la lettre. Et pour moi, c'est très important. Je travaille beaucoup dans les archives actuellement. Ça, c'est aussi très intéressant. C'est que mon dernier roman, qui est très bien vu des critiques qui sont contre la guerre, et il est très mal vu des critiques qui soutiennent l'opération spéciale. Donc, Crémulateur, le dernier roman, oui, on y reviendra après. Oui, ce dernier roman qui vient de partir en Russie divise les critiques. Et pour moi, c'était très important de voir ça, parce qu'on nous parle toujours, on nous montre toujours un passé distillé. On nous montre la figure du vétéran. Dans le livre, la figure du vétéran qui vient, c'était très important parce que mon arrière-grand-père était un général de l'aviation. C'était la star dans notre famille. On l'invitait dans tous les jardins d'enfants, à toutes les fêtes de la victoire. Mais on raconterait que les choses héroïques. Mais le fait que mon arrière-grand-père en 1956 était à Budapest, bien sûr, ça s'était passé sous silence, bien sûr. Et donc, on vit dans un paradigme historique et après, avec le temps, on commence à découvrir qu'il y a des choses qu'on ne nous racontait pas dans notre enfance. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très important, d'un côté, d'essayer de m'éloigner de ce passé, qu'il ne me détermine pas les lendemains, mais aussi en parler le plus objectivement possible. Pas ce qu'on nous apprend toujours à l'école, mais tous les aspects du passé. Oui, alors nous allons un peu changer de thème. Parlons d'un autre procédé littéraire, les rêves. Ce n'est pas un nouveau procédé. Les chercheurs ont compté 35 rêves dans l'Ancien Testament. C'est un procédé très répandu dans la littérature. Parfois, les rêves apparaissent dans le titre, comme Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, et ils jouent un rôle important dans la littérature russe. On a tous étudié certains livres en Russie, comme Le rêve de Vera Pavlova dans Que faire de Tchernyshevsky, Le rêve de Tatiana dans Eugène Onegin de Pouchkine, Le rêve d'Oblomov. La liste est longue. Les rêves peuvent servir à l'auteur pour toutes sortes de buts de construction. Dans ton livre, j'ai compté 4 rêves, sans parler du coma. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as eu besoin d'endormir tes personnages et de raconter leurs rêves au lecteur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sérieusement, je dois reconnaître qu'à l'université, j'ai aussi suivi des cours de psychoanalyse. Donc, bien sûr, quand le Freud d'aujourd'hui donne des cours, ça a des conséquences. Pour moi, le rêve, ici, dans le livre, c'est important parce qu'il y a cette métaphore principale du coma. Je montre que le pays est endormi. Donc, il y a des échos comme ça de ce coma dans les rêves. Je montre que la société continue à dormir, même si on a l'impression qu'ils sont en train d'avoir une vie quotidienne, de faire des choses. En fait, il ne se passe rien. Et ces rêves, d'un côté, parlent de l'amour, mais parlent aussi que leurs rêves ne sont pas différents de leur vie absurde, de leur quotidien absurde. Et pour moi, c'était une métaphore de ce qui se passait. C'est comme un miroir de ce qui se passe dans la vie. Et je crois que mon prof de psychanalyse serait très content.
Il est toujours vivant? Oui, oui. Il a lu le roman. Il a lu tous mes romans. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas, il n'est pas objectif à mon avis. Parce qu'il fait de la psychologie, parce que c'est mon prof. Alors il me dit que des choses positives. Mais c'est agréable. Encore un procédé littéraire intéressant, c'est le changement de narrateur. C'est-à-dire que pendant tout le roman, on apprend, le lecteur apprend ce qui se passe de plusieurs narrateurs. Francisque est dans le coma au début, et c'est sa grand-mère qui vient et lui raconte tout ce qui se passe, en se disant que peut-être il entend quelque chose. Puis Nastia, sa petite amie, vient lui raconter ce qui se passe. Puis son ami Stasik vient lui raconter ce qui se passe. Et chacun a sa vision sur ce qui se passe. Puis sa mère et son beau-père lui livrent également leur version des faits, qui n'est pas tout à fait juste, mais c'est leur version. Et enfin, à la fin du livre, Francis et Stasik vont voir la tombe de la grand-mère et à leur tour lui racontent à elle ce qui se passe dans la ville. Qu'est-ce que cela t'apporte à toi comme auteur et à nous comme lecteurs, ces points de vue différents? J'avais envie de montrer cette histoire de points de vue différents et puis montrer qu'il y avait des points de vue différents, justement. À la fin, il y a aussi l'auteur qui apparaît, donc la voix de l'auteur, et qui change un peu la perspective. Et puis avec un final ouvert, donc chacun peut décider pour lui-même ce qu'il arrive à Francisque à la fin. Et là, l'auteur apparaît, la voix de l'auteur, pour ouvrir ses possibilités, où chaque lecteur fait son choix. Mais pour moi, c'est effectivement dans tous mes livres des tentatives. Pour moi, personnellement, j'ai un regard très clair sur ce qui se passe dans mon pays toutes ces années. Et c'est pour ça que j'ai choisi la métaphore du coma, le coma dans lequel on essaie de nous replonger. Mais je fais aussi des efforts pour comprendre, essayer de comprendre d'autres points de vue. Par exemple, les gens qui essaient de ne rien choisir, qui préfèrent rester dans le coma. Par exemple, les parents de Francisque, enfin sa maman et son beau-père, ils ont un point de vue totalement opposé. Les amis, ils essaient de manœuvrer comme ça entre les événements pour sauver pour réussir à vivre leur vie quotidienne. Et moi, j'avais envie que tous ces points de vue, tous ces regards sur la vie soient représentés dans le livre. Montrer aussi comment la grand-mère lui parle. Je dis toujours qu'elle met comme un gilet pare-balles d'amour qui permet de sortir du coma non seulement son petit-fils, mais aussi tout le pays. Et si on ne parle pas de politique, on continue à ne pas parler de politique, si on parle des événements de 2020 en Biélorussie, c'est important de comprendre qu'on n'avait pas des exigences politiques ou économiques, mais des exigences morales et éthiques. C'était une révolution éthique et morale. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre pour moi, c'était important de montrer comment les gens réagissaient différemment en 2010, parce qu'en 2020, c'était même déjà un autre pays. Je voulais montrer comment on allait par là et comment on est arrivé là. Dans ton roman, il y a beaucoup, l'absurde est très présent. Parlons aussi de ce procédé littéraire. C'est la démonstration de l'incongruité de l'existence humaine, de l'existence. Ça parle aussi l'absurde de la vie en Biélorussie, à tous les niveaux, du lycée musical qui forme des musiciens qui ne seront incapables de travailler comme musiciens, ils n'ont aucun avenir comme musiciens, à l'action des dirigeants du pays qui font semblant d'être une démocratie, etc. L'absurde fleurit. Je voudrais lire un tout petit fragment du livre qui m'a beaucoup plu et qui parle de l'absurde. Il se déroule dans un magasin de sanitaires. Francisque a commencé à y travailler après sa sortie du coma. Un client vient dans le magasin et il y a le dialogue suivant. Pardon pour les grossièretés qui vont être proférées. Je ne fais que citer, c'est l'auteur qui est coupable. Alors Francis se réjouissait en proposant de temps en temps à des compatriotes ayant réussi dans la vie d'acquérir un bidet.
Je suis quoi d'après toi, un bougnoul? Qu'est-ce que j'en ferais? C'est moins une question de religion que d'hygiène. Rien du tout, ça fait 40 berges que je me torche l'oignon avec les pognes, je continuerai à me démerder. J'en ai jamais douté, simplement. Parfait, qu'est-ce que j'en ai à foutre de cette merde? Un bidet, cet objet s'appelle un bidet, rien à battre. De ça non plus, je ne doutais pas. Nous facturons la cuvette de WC? Ouais, allons-y, je dois encore passer à l'église. Voilà, pour moi, ce petit extrait montre l'absurde et le chaos qui règne dans les têtes et l'absurde de nos vies. N'est-ce pas délicieux? Dans la littérature russe, les traditions de l'absurde sont très fortes. Comme tu sais, en Russie, il y avait l'Oberyu, l'Union de l'art, menée par Daniil Kharms et Nikolai Zabolotsky, qui existait très peu de temps, entre 1900 à Leningrad, et presque tous les auteurs ont été victimes de répression. Toi, heureusement, tu es libre, mais tu ne peux plus rentrer en Biélorussie, ce qui est aussi absurde. Tu dois être la fierté du pays, puisque tu es l'auteur biélorusse le plus connu actuellement. Est-ce que tu as pensé à cette tradition de l'absurde, ou bien est-ce que c'est venu tout seul, sans référence au passé? Et pourquoi est-ce que, et ça c'est une question que je me suis posée, pourquoi est-ce que tu as mis dans le roman ce jeu de l'absurde, qui est un jeu auquel jouent les jeunes dans un café? Parce que je voulais montrer, et je le fais de façon consciente et sans m'arrêter dans mes romans, dans l'autre roman La Traque aussi, je voulais montrer comment notre vie, notre réalité était faite de quotidien d'absurde dont les frontières sont très poreuses. C'est-à-dire qu'un sourd-muet en Biélorussie a été récemment arrêté pour avoir crié des slogans. Qu'on a arrêté un homme pour avoir applaudi, mais c'était un manchot. Il a été, donc un manchot a été arrêté pour avoir applaudi contre le pouvoir. Donc ces histoires absurdes, elles font rire. On me demande souvent en Europe, dans votre livre, qu'est-ce qui est inventé et qu'est-ce qui est vrai? Dans ce livre, tout est vrai. Tout s'est passé. Et les gens ne peuvent pas y croire. Ils disent c'est impossible d'imaginer ça. Parce que c'est un modèle kafkaïen et ça n'existe pas, c'est impossible. Et alors je commence à leur expliquer que nous vivons dans cette vie absurde et que notre État fait exprès d'augmenter cet absurde. Et pour moi, c'est important de montrer que ce n'est pas une exagération, c'est notre quotidien. Donc quand on est dans notre pays, on n'arrête pas de rire de cet absurde. Et en fait, c'est notre seule possibilité de ne pas devenir fou et de ne pas devenir une partie de cet absurde. Et c'est pour ça que pour moi, c'était très important de montrer que tout le monde n'est pas prêt à se joindre à cette vie absurde. Je me souviens très bien de l'impression que j'ai eue pendant les manifestations de 2010, qui sont à la fin du livre. J'étais à ces manifestations. Nous étions tous venus de pays différents pour participer à ces manifestations en 2010, à Minsk. Et on allait dans la rue, non pas parce qu'on croyait qu'on pouvait changer le pouvoir ou se débarrasser de Loukachenko, on n'était pas assez nombreux, mais on sortait dans la rue pour voir d'autres personnes qui ne croyaient pas non plus à l'absurde qui se passait dans notre pays, de voir de nos propres yeux qu'on n'était pas seuls, qu'il y avait d'autres gens qui n'étaient pas d'accord de participer à cette vie absurde. Et je crois que les gens qui sont en Russie actuellement et qui ne soutiennent pas ce qui se passe, la guerre avec l'Ukraine, je crois qu'ils sont dans la même situation que nous à l'époque. Ils sont dans un pays de propagande qui rend tout absurde, cette propagande qui s'abat sur eux. Et visiblement, ils n'ont pas l'audace de sortir, ils restent à la maison. Et il faudrait qu'ils aient une possibilité de sortir, qu'ils trouvent la force. Donc pour moi, le but, c'était de montrer comment lentement l'absurde devenait notre réalité et qu'on s'habitue à l'absurde. Oui. Et ça, tu l'as montré vraiment très bien. C'est incroyable. Ça devient une norme, cet absurde.
Nous sommes obligés de parler de la langue qui joue un rôle important et dans ton roman et dans ta vie. Tu continues à écrire en russe. Je sais que ça te vaut d'être accusé de manquer de patriotisme parce que tu écris en russe. Dans le roman, on voit le russe et le biélorusse. Et un moment intéressant, c'est que Francis, quand il sort, pendant un moment, il parle dans un mélange de ces deux langues, russe et biélorusse. Mais c'est pas un hasard. Qu'est-ce que tu voulais dire par ce moment? Ce que je voulais dire, c'est que ces deux langues sont importantes pour moi. J'ai étudié en biélorusse à l'école. Tout était en biélorusse. Mais je n'aime pas quand la langue devient un acte politique. Et à un moment, à 16 ans, j'ai commencé à ne parler que biélorusse. Et c'était un acte politique. C'est-à-dire que si on parlait biélorusse, on soutenait tout ce qui était le côté du bien, le côté libéral, les valeurs européennes. Et si on parlait en russe, on était du côté du mal, du côté impérial, etc., etc. Et à un moment, j'ai compris que je ne voulais pas que la langue, qui était ne soit plus un moyen de communication, mais un acte politique. Et j'estime que le russe n'appartient pas à la Russie, il appartient aussi tout aussi bien à la Biélorussie et à l'Ukraine. Aujourd'hui, mes amis qui se battent en Ukraine, maintenant, à cette heure-ci, se battent en Ukraine, ils parlent en russe. Ils ont beau lutter contre la Russie, ils n'ont pas renoncé à leur langue maternelle, parce que la langue maternelle, c'est la langue dans laquelle maman t'a chanté des berceuses dans ton enfance, dans laquelle tu as joué dans la cour dans ton enfance. Et pour eux, pour ces amis en Ukraine, le russe reste la langue maternelle. Et moi, je soutiens vraiment toutes les initiatives de soutien du biélorusse en Biélorussie pour que ça devienne une langue nationale importante, qu'on ait des journaux en biélorusse, qu'on puisse parler en biélorusse dans les magasins, etc. Mais pour moi, ce n'est pas ma langue maternelle. Le russe est ma langue maternelle. Mon père vient d'Ukraine, j'ai un nom de famille ukrainien, ma mère est russe, ma grand-mère a des racines tatares, moi je m'estime être biélorusse, je me sens biélorusse, et même habitant de Minsk, mais je parle russe, là j'ai parlé 40 ans russe, et ça reste ma langue maternelle. Et j'aimerais bien que les langues cessent d'être politisées. En Biélorussie, actuellement, on vous dit, si en français vous parlez à Genève, si vous parlez français à Genève, vous êtes français, pas suisse. Si en Zurich vous parlez en allemand, vous êtes allemand et pas suisse. Si à Lugano vous parlez en italien, vous êtes italien et pas suisse. Alors voilà, il y a peut-être que le rhétoromanche qui reste suisse, sinon tous les autres ne sont pas suisses. Tous les gens qui parlent d'autres langues. Donc c'est une question très compliquée parce que d'un côté, je comprends bien que la langue joue un rôle très important et le russe a été utilisé à des fins coloniales et ça a été un moyen de pression sur la Biélorussie, sur son identité, etc. Je comprends ça très bien, mais je me garde le droit de parler biélorusse avec mes amis biélorusses et d'écrire en russe, pardon. Et je continue à écrire en russe parce qu'il y a des exemples quand des auteurs écrivent biélorusse volontairement, mais de façon artificielle et écrivent très mal. Et je pense que si on écrit mal, ça n'aidera pas la langue biélorusse. Je pense que la langue doit être utilisée, mais pas artificiellement. Donc voilà, comme on parle des langues et de subtilité, j'aimerais parler du titre de ton roman, qui en russe déjà peut être interprété de diverses manières. Quand on sait le sujet,
on comprend qu'on ne parle pas seulement de l'ancien fils Francisque par rapport à sa mère qui l'a abandonné, qui a un nouveau mari, un nouvel enfant, qui perd tout intérêt pour lui, mais aussi d'un jeune citoyen de Biélorussie qui se sent abandonné par sa patrie. C'est d'autant plus évident qu'en russe, on parle, comme en français, de mère-patrie. Donc c'est abondant de la mère et de la mère-patrie. Mais la traduction de ce titre ouvre aussi d'autres possibilités d'interprétation. Par exemple, en français, un fils perdu, ce n'est pas une traduction littérale. Littéralement, on aurait dit un ancien fils ou l'ex-fils. Mais on a traduit le livre par un fils perdu. On peut comprendre aussi qu'il est non seulement perdu par les autres, mais qu'il se sent perdu, désorienté. Et en japonais, tu m'as dit que le titre a été traduit par le jeu de l'absurde. Qu'est-ce que tu penses comme auteur de ces variations de traduction des titres? Est-ce qu'il y a des titres avec lesquels tu n'es pas d'accord? Ça, c'est une question dangereuse. Par exemple, j'ai un autre roman, La Croix-Rouge, qui a été traduit en français aussi. La dernière phrase dans le roman, vers laquelle je vais vers cette phrase pendant 200 pages, la dernière phrase est traduite de façon incorrecte. J'ai un très bon traducteur qui n'est pas sorti à noir sur blanc, non. Non, mais ce n'est pas la faute du traducteur. Ce n'est pas que le traducteur est un mauvais traducteur. C'est la possibilité de rendre aussi précisément dans une autre langue ce qu'on aimerait dire. À la fin, il y a une tombe sur laquelle une femme qui a eu je ne vais pas tout raconter le roman, mais elle dit... alors ça c'est un jeu de mots en traduisant, effectivement, ne restez pas sur mon âme. C'est à la fois de façon imagée, ne m'ennuyez pas et ne soyez pas au-dessus de moi. Et il ne sait pas comment la traductrice a traduit, effectivement c'est très dur à traduire en une phrase, mais en français, ici, ça a été traduit comme laissez-moi en paix. Laissez-moi en paix. Et c'est pas du tout ça. Et je peux comprendre que dans une phrase, on ne pouvait pas rendre tout le sens, toutes les significations qu'il y avait en Russie. Et la traductrice a laissé tomber. Et évidemment, pour moi, le titre est important. Le titre Bovchessin, l'ex-fils en russe, c'est une construction absurde aussi, impossible. C'est-à-dire, on est toujours un fils. On ne peut pas être un ex-fils, un ancien fils. On peut être un ex-mari, une ex-femme, mais on ne peut pas être un ex-fils. C'est une expression inexistante, une construction inexistante. Et c'était important pour moi, parce que c'était mon sentiment en 2003, en 2010. Donc, quand j'ai quitté la première fois et la deuxième fois le pays, en 2020, quand j'ai pour la troisième fois quitté le pays, je me suis sentie comme l'ex-fils. J'avais des sentiments compliqués avec mes parents, donc je me sentais l'ex-fille de ma famille, mais surtout, je me sentais l'ex-fils de mon pays. Et c'était important de l'écrire comme ça. Je ne suis pas prêt à entrer sur le territoire des rédacteurs et des traducteurs de chaque pays. Je pense qu'ils savent mieux que moi comment le public réagira dans chaque pays. Donc je ne vais pas commenter plus que ça. Mais pour moi, c'était important, en tout cas en russe, parce que j'utilisais une construction impossible. Encore une petite citation. Quand il revient du coma, Tsisk donne un petit commentaire. Il dit il est mieux de sortir du pays dans un pays où tout est limpide et sensé, où les événements correspondent à la logique et au cours éternel des choses. À vous, tu pensais à la Suisse? Non, quand j'ai écrit ce livre, et je l'ai écrit de 2010 à 2014, 4 ans, je ne suis venue qu'une fois en Suisse, à Zurich, mais je ne pensais pas à la Suisse.
Je pensais à mon pays. Je pensais, en fait, l'accent n'est pas juste. L'idée, c'est pas où il vaut mieux sortir du coma, mais il montre comment c'est dur de sortir du coma en Biélorussie. Et son ami dit qu'en la Biélorussie, c'est le meilleur pays pour sortir du coma parce que rien ne change jamais en Biélorussie. Et on comprend que les gens qui passent peut-être 3 mois de leur vie dans le coma, quand ils sortent du coma, ils ont beaucoup de peine à s'adapter parce qu'en 5 mois, le monde a changé déjà et aller de l'avant. Et il faut un peu de temps pour s'habituer à ce monde qui a évolué. Et pour moi, c'était important de montrer qu'en Biélorussie, on peut rester 10 ans dans le coma et en se réveillant, on a l'impression que rien n'a changé. En un jour, on comprend tout parce que dans le pays, rien n'a changé. Et c'est pour ça que je ne pensais pas tellement à la Suisse, mais je m'attristais de la situation dans mon pays. Une dernière question, peut-être. Tu es un écrivain très prolifique. Pendant que la traduction française du Fils perdu était en préparation, tu as déjà fait paraître un autre roman en russe avec un drôle de nom, Crémulator. Je suis sûre qu'il sortira bientôt en français aussi. Beaucoup de lecteurs, quand ils voient ce nom, Crémulator, vont entendre le mot Kremlin. D'ailleurs, le Kremlin est présent dans le livre, mais un crémulateur, ce que j'ai appris en lisant ton roman, c'est un instrument pour broyer les os après la crémation. Un sujet pas très joyeux. Donc le roman parle du premier directeur du premier crématoire de Moscou, un personnage qui a vraiment existé, Piotr Nesterenko. Nous n'allons pas en discuter en détail. Je voulais juste citer un petit passage qui me paraît incroyablement actuel. On est quand même un peu obligé de parler de l'actualité. Donc, ton personnage est d'origine noble, un ancien officier tsariste qui a été à Paris, qui est rentré à Moscou. Et donc, il est devenu directeur du premier crématoire de Moscou, de Donsky. Et il dit: nous sommes responsables tous de la guerre civile et de l'effondrement du pays, au moins autant que les bolcheviks qui se sont emparés du pouvoir. Pire encore, nous avons par des siècles d'inaction permis à cette merde de prendre le pouvoir, ce qui veut dire que nous sommes encore pire que cette merde. 2 mots, Sacha. On parle d'inaction séculaire des Russes et de responsabilité collective pour l'histoire. Quel est ton sentiment par rapport à ce qui se passe en ce moment, devant nos yeux, dans l'histoire du pays? Pour répondre à cette question, j'ai écrit un roman. Et justement, comme dit Herzen, comme il l'a dit à une époque, qui lui aussi aimait la Suisse, mais qui n'aime pas la Suisse, mais il avait même la nationalité suisse. C'était peut-être plus facile à l'époque. Comme dit Herzen, je ne suis pas le médecin, je suis la douleur. Et personnellement, je ne donne pas de réponse à ces questions par rapport à l'inaction séculaire. Ce qui était important pour moi, c'était de les poser, ces questions. Cet homme a un destin incroyable. Je ne sais pas si ce roman va sortir en France parce que la petite fille du héros de mon livre veut me faire un procès. Oui, elle m'avait écrit à moi. Elle veut me faire un procès et interdire ce roman. Je ne sais pas comment on peut interdire un roman, mais elle essaie de le faire. Je crois que cet homme, Nesterenko, il a un destin incroyable et il montre comment les gens sont tout le temps obligés de prendre des décisions. Des fois, ils prennent le côté des Blancs, des Rouges, des Allemands, des Russes. Et pour moi, c'était important parce que cette année, j'ai vécu un peu partout, 2 mois à Stuttgart, 2 mois à Bâle, 2 mois à Londres. J'ai dû tout le temps changer de ville. Et j'ai compris mon héros principal, mon personnage principal, qui devait tout le temps changer de pays.
Et puis, dans les cercles libéraux, ça n'a jamais été discuté. On estimait que les Russes, c'était le mal absolu, des salauds, et les Blancs de l'immigration, les Russes blancs, c'est les bons Russes, comme on dit aujourd'hui. Ceux qui ont été expulsés sur le bateau des philosophes, et il y avait d'autres bateaux, 120 bateaux qui sont partis de Crimée, et qu'il n'y avait que des passagers très bons et très justes à bord. Et moi, pour moi, c'était important de montrer qu'il y avait des gens bons et moins bons des deux côtés, chez les blancs et chez les rouges, et puis que ça changeait, et que les gens changeaient aussi de côté. En ce qui concerne l'inaction, je suis parfaitement persuadée qu'il y a de notre faute. Je suis contre la culpabilité collective parce que c'est un moyen de se déculpabiliser, justement. Si la culpabilité est collective, on peut se cacher derrière et dire « c'est pas moi, c'est collectif ». Donc, bien sûr, il y a la culpabilité de la société ou de gens qui ont été passifs. Et pour moi, l'élite russe a passé beaucoup de temps à se regarder le nombril et à ne pas suivre ce qui se passait dans son propre pays. Et je crois que maintenant, nous assistons, maintenant quand on voit qu'à Moscou, les gens ne font pas manifester contre la guerre, nous voyons, c'est mon sentiment, qu'il n'y a pas de société, qu'il n'y a pas... Les gens sont isolés les uns des autres, chacun vit sa propre vie. Quand à Khabarovsk, il y a des manifestations de protestation pendant des mois, Moscou ne réagit pas. Et toute cette élite, cette intelligentsia ne se met pas d'accord, quel que soit le sujet. Il y a 8000 façons de réagir. Ils n'arrivent jamais à se mettre d'accord et à avoir une attitude. Donc, pendant que tout c'est entre Russes blancs, Russes rouges, donc c'est-à-dire toute l'élite essaye de trouver une réponse, le KGB ou le FSB fait ce qu'il veut. Et je voulais parler de ça, du fait que les gens ne réussissant pas à se mettre ensemble, ils restent inactifs. Mais ça, c'est une vision des choses. Mais je ne voulais pas donner de réponse non plus dans mon roman. Je voulais poser beaucoup de questions. Et je voulais que chaque lecteur, et dans Le Fils perdu et dans ce dernier roman, que le lecteur réponde lui-même à ces questions, qu'il prenne position pour lui. Mon livre va sortir en Allemagne. Hier, j'ai discuté avec mon traducteur allemand. Ma traductrice, elle ne comprend pas ces événements de la guerre civile. Elle me dit, mais tu as dû te tromper, il est du côté des Blancs, puis après il est du côté des Rouges, et maintenant il est de nouveau du côté des Blancs. Elle dit, je ne comprends pas où tu t'es trompé. Mais non, mais justement, je lui réponds, c'est un destin incroyable que en trois paragraphes, tu dois changer chaque fois sa position, qu'il est dans des armées différentes sur 3 paragraphes. C'est une réponse. Oui, mais c'est très intéressant, surtout dans le contexte du livre d'aujourd'hui. On parle beaucoup du fait que les gens sont manipulés, qu'on réécrit l'histoire, que la propagande réécrit l'histoire en utilisant certains faits qui sont utiles pour le pouvoir de tel ou tel pays, qu'on laisse tomber d'autres événements historiques. Et dans tes livres, tu écris aussi l'histoire, parce que je connais beaucoup de gens qui ne font pas confiance au manuel d'histoire et se tournent vers la littérature pour comprendre l'histoire. Mais chaque auteur, évidemment, qui n'est pas un documentaliste, il donne sa vision des choses par ses romans. Est-ce que tu comprends ta responsabilité ? Parce que peut-être que la génération prochaine va peut-être essayer de comprendre ce qui s'est passé par tes livres. Oui, pour moi, c'est très important. Dans Le Fils perdu, pour moi, c'était très important
de parler de mon pays de 1999 à 2010 le plus objectivement possible. Et évidemment, certains me disent c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, et d'autres me disent non, non, tu as tort, c'était pas comme ça. Et depuis peu, je ne cesse pas de passer du passé au présent. Donc j'écris un roman sur l'actualité, après un roman historique, et je passe de l'un à l'autre comme ça. Et je mets toujours des documents dans mes textes. Dans Crémulator, mon dernier livre, il y a beaucoup de documents d'archives. Je ne peux plus y aller maintenant, mais j'ai des gens qui m'aident. Mémorial m'a beaucoup aidé. Donc j'ai travaillé sur les interrogatoires que j'ai obtenus par Mémorial de mon héros. Et je crois que quand on utilise un document dans un livre, un document historique, c'est difficile de le contester, même si j'ai rencontré des gens qui, même en lisant dans le livre un document historique d'archives, disent non, non, c'est pas vrai. Ces documents ont été introduits dans les archives pour noircir le pouvoir soviétique. Je dis non, mais il y a un descriptif des documents, il y a une liste des documents. On peut voir quand ce document est arrivé. On ne peut pas introduire un document inventé dans les archives. Et les gens disent, bah, j'y crois pas. Et là, on ne peut plus discuter. Bien sûr, je comprends que j'ai une responsabilité, mais je me permets de faire de la littérature. Et dans ce livre sur un personnage historique, il y a beaucoup de moments littéraires. Il y a un personnage et d'autres personnages que j'ai inventés. Mais il y a... Et donc, je fais des reconstructions aussi. Et c'est-à-dire que ce jour-là ou ce lieu-là, pour moi, c'est évident que ça s'est passé comme ça. S'il parle avec certaines personnes historiques, je comprends avec qui il parlait. Et pour comprendre qui a mené l'interrogatoire, évidemment, je dois faire des recherches, comprendre qui l'a interrogé, parce qu'on ne peut pas juste poser des questions au FSB pour avoir les initiales de cette personne. C'est-à-dire que dans mon dernier livre, j'ai fait des choses qui étaient interdites par la loi russe. Mais je sens ma responsabilité et en même temps, je me permets de faire de la littérature, d'inventer des choses aussi. Mais ce n'est pas pour vous éloigner de la vérité, mais pour vous rapprocher de la vérité. C'est comme un miroir grossissant qui, par la littérature, vous permet de montrer ce qui s'est passé réellement. C'est ce que j'aimerais croire. Merci beaucoup, Sacha. De mon côté, c'est terminé. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que le public veut poser des questions? Sacha est prêt à y répondre. Si vous voulez, vous pouvez réfléchir à une question, parce que Sacha voudrait lire un extrait de son livre. Moi, je vous quitte et je laisse Sacha nous lire le livre. Je vais lire un extrait et on continuera en français pour que ça ne dure pas trop longtemps. В городе посредственных архитекторов шел дождь. Намокали крыши и купола церквей. Изменялись политические, экологические и кормовые условия. Улетали птицы. Без виз и штампов в паспортах. Вместе, по предварительному сговору. Они пролетали над разбитыми трамвайными путями, площадью Победы и на вечно застывшем колесом обозрения. Над серым домом офицеров, нулевым километром и роддомом, в котором когда-то родился ЦИСК. Над зданием госбезопасности, главпочтамтом, красным костелом, где совсем еще юная, заплаканная переводчица шептала единственную известную ей молитву. Donc en français, la pluie tombait sur la ville des architectes médiocres. Elle inondait les toits et les dômes des églises. Les conditions politiques, économiques et alimentaires changeaient. Il ne veut pas lire plus longtemps, donc on continue en français. Les oiseaux s'envolaient pour d'autres cieux, sans visa ni tampon sur les passeports, tous ensemble, sur entente préalable. Ils volaient au-dessus des voies déglinguées des tramways, de la place de la Victoire et de la Grande Roue à jamais arrêtée. Au-dessus de la triste maison des officiers, du kilomètre zéro, de la maternité où Francisque était né. Au-dessus du bâtiment de la sécurité de l'État, de la poste centrale et de l'église rouge dans laquelle la toute jeune traductrice en larmes murmurait l'unique prière qu'elle connaissait.
Elle murmurait et les oiseaux s'envolaient. Et comme les oiseaux s'envolaient les jours, l'un après l'autre, par nuées, pour ne jamais revenir. Le médecin-chef passait de plus en plus rarement. À quoi bon? Pourquoi faire, bon Dieu? Il ne bougera pas. De toute façon, il n'y a aucun changement. Des changements, pourtant, il y en avait tout de même quelques-uns. Les ongles qui poussaient. De temps à autre, des boutons qui apparaissaient. Un duvet qui se formait sur la lèvre supérieure. Bien des signes montraient que Francisque vivait toujours. La République le comptait encore parmi ses citoyens, bien qu'invalide. Les médecins suggéraient de se préparer à son décès. Plus personne ne croyait au miracle. Seule sa grand-mère continuait à lui parler, avec sa foi en une issue heureuse. Vieille et affaiblie, elle trouvait encore des forces en elle. Pourvu que Francisque n'y fût pas opposé, elle lui passait une émission de radio, lui résumait un livre ou l'invitait à une promenade. « Où irons-nous aujourd'hui, mon chéri? Droit devant nous, ça te va? Bien. Comme tu t'en souviens, nous habitons au 6e étage. Depuis ta chambre, on voit toute la cour, les grands arbres, le terrain de football, les bâtiments voisins. D'ailleurs, au premier jour du printemps, ta fenêtre est obstruée par le feuillage. Les arbres sont très grands, ils sont très âgés. On ne voit ni les autres immeubles, ni le terrain de jeu sur lequel tu t'esquintes les genoux depuis ton enfance. Donc, tu appelles l'ascenseur. Moi, je ferme les 2 portes. Nous avons 2 portes et 4 verrous. Tu t'en plains toujours et tu râles après moi, mais je trouve qu'ainsi on est plus tranquille. Avant, nous placions l'appartement sous surveillance. Tu te rappelles, je téléphonais et je demandais « Pouvez-vous nous mettre sous surveillance, s'il vous plaît ?» Numéro TS 856. Mais aujourd'hui, je n'appelle plus, ça revient trop cher. Je ne gagne pas suffisamment chaque mois. Alors je ferme la porte et toi, comme d'habitude, tu appelles l'ascenseur. Notre ascenseur est vieux. D'abord, tu dois ouvrir la grosse porte métallique, et ça, tu peux le faire que lorsque la cabine est arrivée. Puis tu pousses du pied les portes en bois et tu entres. Tu les pousses toujours du pied, malgré mes demandes. Tu te souviens comment marche un ascenseur? Non? On va tout réviser. En règle générale, il se compose de 18 parties. Fais confiance aux connaissances techniques de ta grand-mère. La machinerie, le treuil et les câbles de suspension. L'étrier et les galets de roulement. La cabine. La nôtre est assez jolie et ressemble même à celle qu'on voit dans les films étrangers. La came pour l'interrupteur d'étage. Le parachute. La gaine. Les guides de cabine. Les guides de contrepoids. Le contrepoids. L'amortisseur, la cuvette. La poulie de tension du limitateur de vitesse. Le câble de limitateur. Le limitateur de vitesse en lui-même et l'armoire de contrôle. Voilà, en gros, c'est tout. C'est dans cet engin que nous descendons tous les deux, mon chéri. Tu peux apercevoir tous les étages que nous passons. Lorsque tu vois qu'au 3e ou au 2e, quelqu'un attend l'ascenseur, tu appuies sur le bouton stop, tu ouvres les portes et tu laisses entrer les voisins. Ils sont tous heureux que tu sois guéri. Ils te sourient. Voilà Rime, son prénom t'étonne toujours. C'est vrai que c'est un prénom rare. Et voilà Katia, sa jeune sœur. Et là, c'est Madame Nastia, elle m'accompagne au marché le dimanche. Ils avaient une chienne, Cora, un cocker. Tu te souviens? Elle est morte récemment. Madame Nastia se demande maintenant si elle va en acheter une autre. Ils ont gardé Cora trop longtemps. On échange quelques mots, on sort dans la cour. Juste devant toi, c'est le jardin d'enfants. Ou plutôt, c'était le jardin d'enfants. C'est toujours là que tu jouais. Mais aujourd'hui, ils ont fusionné 2 garderies et ils ont ouvert ici un poste de police. C'est pour cela qu'il y a tant de gens en uniforme dans notre cour. Ils veillent à l'ordre, nuit et jour. Le nombre de vols, c'est vrai, n'a pas diminué pour autant, mais qui s'en soucie? L'essentiel, c'est qu'ils puissent être tous mobilisés en cas de besoin. Ils prennent tout le monde et tout le monde s'engage. On y est mieux payé que n'importe où. On ne voit pas pourquoi on irait traduire des textes à l'Académie des sciences quand on peut gagner 3 fois plus à se balader dans un parc, matraque à la main, et pourchasser les ivrognes. Mais bon, ne parlons plus de choses tristes. Si on prend à droite, on peut déboucher sur le palais des sports nautiques, mais tu prends toujours à gauche et tu passes sous l'arche. Au rez-de-chaussée de notre immeuble, il y a un coiffeur. C'est toujours là que tu te fais couper les cheveux. Il pousse très vite, alors tu t'y rends toutes les 3 semaines. Les filles t'aiment beaucoup. Je pense qu'elles sont plusieurs, malgré la différence d'âge, à être amoureuses de toi. Elles attendent toutes que tu aies fini le lycée. Au fait, il faudrait te les faire couper à nouveau. Bref, tu passes sous l'arche et tu tournes à droite. Là, il y a la librairie. Elle y est depuis plus de 100 ans. En face, c'est l'Académie d'État des Arts, avec des majuscules, une pépinière de créateurs, acteurs, peintres, sculpteurs, réalisateurs, tous sortent de là. Il est vrai qu'il n'en est pas sorti beaucoup ces derniers temps et que la qualité laisse à désirer. Notre fierté la plus récente est une jeune fille diplômée de l'Académie de théâtre. Elle a su mettre le grappin sur un scénariste célèbre, fils d'un poète habile à torcher des hymnes. Tout le monde ne parlait que de ça, je crois qu'on va même finir par lui élever une statue. À gauche, de l'autre côté de la rue, c'est la station de métro. Tu écorches toujours son nom et tu dis « qu'Académie des sciences ». Tu te souviens?
Tu as cette habitude. Pour Vostok, tu dis Woodstock. Pour Institut de la culture, pour je ne sais quelle raison, Institut Sépulture. J'ignore ce que ça veut dire, mais il y a sûrement un sens là-dedans. Si tu veux, nous pouvons prendre le métro, mais puisqu'il fait si beau, promenons-nous plutôt en direction d'octobre. Est-ce que des questions sont apparues? Des questions sont apparues, magnifiques. Allez-y. Bon, j'ai une question un peu politique, évidemment. Bon, il y a un grand débat que beaucoup de gens disent que c'est la faute de l'Ouest et l'OTAN que la Russie et la Biélorussie a réagi contre, parce qu'ils sont entourés, menacés. Et comme vous avez vécu dans les pays, qu'est-ce que c'est vous pensez? Si j'ai senti une menace? Non, je ne pense pas que c'est l'Occident qui est coupable, mais c'est une personne qui est devenue fou. Sérieusement, enfin, c'est une réponse sérieuse. C'est une personne qui a perdu tout lien avec la réalité et qui croit qu'il est Pierre Ier qui ramène des terres à la Russie. Et je crois que si on parle de culpabilité collective du monde entier, je crois qu'on a fait quelques erreurs fondamentales. On a inventé l'arme atomique pour qu'il n'y ait pas de guerre, mais maintenant on voit que l'arme atomique, c'est un moyen de faire des guerres. Ça a fait l'effet contraire avec l'arme atomique. Et deuxième chose, nous n'avons pas d'instruments pour influer sur cette situation parce que personnellement, je vais souvent dans des ambassades ou je parle beaucoup avec des diplomates. J'ai des amis diplomates suisses, suédois, et nous comprenons tous que les diplomates ne peuvent rien faire. Et ils disent « Mais toi, tu nous critiques souvent ». Et je dis « Sans doute, vous avez fait une erreur. Si la guerre a pu commencer, les diplomates ont dû se tromper, puisqu'on se retrouve dans cet état. » Et quand je leur demande « Qu'est-ce que vous allez faire ?», ils disent « On va continuer à faire notre diplomatie ». Mais c'est un processus, comme ça, on essaie de faire un contrepoids, on essaie de faire donner des services pour recevoir des services, et la diplomatie continue, mais on comprend qu'on n'a pas d'instrument pour arrêter ce fou. Et c'est un gros problème. Je n'ai pas d'illusion sur le fait que l'Occident, je ne pense pas que l'Occident n'a fait aucune erreur. Bien sûr, l'Occident a fait des erreurs, mais ce qui se passe actuellement, qui est inexcusable, n'a rien à voir avec les erreurs de l'Occident. Tout ce qu'a pu faire l'Occident n'a pas donné de raison pour envahir l'Ukraine. Donc je suis sûre que la personne qui est devenu fou est le responsable de ces événements. Il espère, avant sa mort, ramener autant de terres que possible. Il pense dans le passé. Il pense qu'aujourd'hui, en 2022, il faut conquérir des terres. Voilà, on a parlé beaucoup du passé. Nous, l'Europe, on regarde vers le futur. On invente la 4G, la 5G. Et Poutine et Loukachenko pensent comment on peut empêcher Internet dans nos pays. Tous leurs efforts sont pour enlever les liens, la communication entre les gens, pour qu'il y ait le moins de communication possible. Je pense que, bien sûr, il y a eu des erreurs de tous les côtés, mais ça n'empêche pas la responsabilité qui est chez une personne et les gens qui le soutiennent. D'autres questions ? Bonsoir, Sacha. Ma question, c'est si vous n'étiez pas écrivain professionnel, est-ce que vous pourriez parler de ce... J'ai pas très bien compris la question. Parler de quoi autrement?
Si vous n'étiez pas écrivain comme vous l'êtes, est-ce que vous pourriez amener à un public tout ça? Ah, c'est-à-dire si je n'avais pas étudié la littérature, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Si je n'avais pas une formation professionnelle, donc, d'écrivain. J'ai enseigné à l'université et c'était un séminaire pendant lequel je devais apprendre aux étudiants à écrire. Donc c'était et à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Et la première chose que je disais toujours, c'est que je ne sais rien faire, je ne sais pas comment on apprend à écrire, et je viens pour vous voler des idées, pour apprendre des choses chez vous, auprès de vous, les étudiants. Et je crois que la seule chose, si on veut être écrivain, qu'on peut faire, c'est lire beaucoup. Quand on voit des cours où on vous dit « on va vous apprendre à écrire des livres », je ne connais personne qui a terminé des cours comme ça et qui est écrivain. J'ai eu 6 ans de cours sur la littérature, j'ai lu des livres, et je crois que c'est la seule chose qui peut aider à écrire, à commencer à écrire. Mais je ne sais pas si ça m'a aidé. Je pense que les critiques là-dessus sont aussi divergents. D'autres questions? Ne faites pas souffrir le public. Allez, une dernière chance pour le public. Des questions? Alors, merci à tous d'être venus et d'avoir écouté Sacha. Merci à Sacha.